Parfait. Et donc, je vais partager mon écran. J'espère que tout le monde voit bien. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de vous voir. Je suis un peu, c'est une formule un peu bizarre parce que j'ai l'habitude de faire cette présentation uniquement aux filles et puis c'est pendant le stage de novembre. Donc, pour moi, c'est un peu spécial. Mais ça me permet aussi de m'adresser aux parents qu'on touche en général un peu moins directement. Donc, c'est une nouvelle formule. On va voir ce que ça donne. Donc, on a construit un petit PowerPoint avec Emmanuel qui regroupe un maximum d'informations sur le projet du pôle et puis sur notre organisation et sur notre organisation au quotidien. Je pense que Emmanuel vous a fait passer on reviendra un peu après dessus sur je vais dire l'organisation pour les inscriptions pour l'année prochaine, pour la participation aux journées test. Mais c'est, je vais dire, la première étape. Vous présentez le projet et vous montrez à distance qu'est-ce qui se fait au Pôle France. Moi, je voulais commencer par des noms qui nous parlent dans le projet féminin. Et ce sont des joueuses qui sont passées en fait par le Pôle France et qui aujourd'hui évoluent sur des championnats étrangers, en plus d'évoluer sur des collectifs nationaux. Et on s'aperçoit que le Pôle France est vraiment un tremplin pour toutes les joueuses qui y sont passées. On notera les noms quand même de la capitaine emblématique du collectif France et puis celles qui sont passées plus dernièrement comme Héloïse qui est au Carabin ou Lucie qui devait partir cette année au Canada. Voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder, c'est que c'est vraiment un tremplin. Hop. Pourquoi je... Ah, si, voilà. Et puis montrer que le contexte, c'est que les athlètes actuels, qui sont les athlètes qui sont au Pôle France aujourd'hui, elles permettent à nos équipes de France de se développer. 11 des 20 joueuses qui étaient au Mondial U18 sont issues du Pôle France. On a la chance d'avoir Ludmila qui a obtenu une médaille d'or aux Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était à Lausanne en janvier dernier. Et sur les 4 joueuses qui sont parties aux Jeux Olympiques de la jeunesse, 3 sont issues du Pôle France. Qu'est-ce que c'est vraiment le Pôle France? Vous voyez, on a voulu schématiser l'organisation des collectifs nationaux, mais aussi de la place que prend le Pôle France dans cette organisation-là, avec une flèche qui nous amène évidemment vers l'objectif qui nous anime au quotidien. C'est la qualification de l'équipe de France senior aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022, mais aussi de Milan en 2026. Donc, le Pôle France, c'est la structure qui va permettre, c'est la seule structure permanente d'entraînement qui œuvre pour le projet de qualification olympique et qui est en lien avec le collectif U16 qui a pour but de développer un maximum de joueuses pour le collectif U18. Et une fois qu'on a identifié ces joueuses, qu'on a développé ces joueuses pour le collectif U18, le Pôle France entre en jeu et essaie de développer des joueuses
du collectif U18 vers le senior et vraiment créer un développement individuel vers le haut niveau. Donc c'est le rôle du Pôle France aujourd'hui. Ça, c'est les grandes dates qu'on a fixées sur la saison. Donc aujourd'hui, on tenait à vous faire une présentation et vous expliquer qu'est-ce qu'était le Pôle France avant de lancer la campagne de recrutement qui aura lieu le 30 novembre. Donc, à partir de là, cette campagne de recrutement, à quoi ça va consister? C'est simplement une information sur le site fédéral et un lien qui sera mis sur le site fédéral où vous pourrez faire l'inscription. Ce lien sera ouvert donc, du 30 novembre au 15 janvier, qui sera la date de clôture des candidatures, puisqu'on a fixé une date de journée de sélection, dans la mesure où on peut faire cette journée de sélection. Je parle sous couvert de Manu. On espère pouvoir réaliser cette journée qui en fait est plus un week-end. En général, on s'organise sur 2 jours, un samedi, dimanche, pour pouvoir permettre aux joueuses qui souhaitent intégrer le Pôle France de venir découvrir un match du Pôle France au-delà des entretiens qu'elles pourraient faire avec les coachs ou de la partie test à proprement parler sur glace et éventuellement hors glace. En mars, on donnera une réponse sur l'entrée au pôle avec l'ensemble des liens qui permettront de faire la bascule sur les différents établissements scolaires. Et puis, mois d'août 2021, ce sera la grande rentrée. Et on l'espère pour une partie d'entre vous, le début d'une nouvelle aventure. Donc, avec la rentrée scolaire et puis la rentrée du pôle. Comment on s'organise sur une semaine? Comment s'organise une semaine au Pôle France? Aujourd'hui, on s'aperçoit que le lundi, on a une organisation qui est plutôt, je vais dire, de type scolaire, avec une grosse partie de cours. Aujourd'hui, la plupart des établissements débutent les cours ici à 8h30. Donc, 8h30 jusqu'à 17h30, c'est les cours. Ensuite, à partir de 18h30, on individualise au maximum l'organisation et on fait en sorte qu'une partie soit sur la glace, une partie soit en prépa physique, sachant que sur la glace, aujourd'hui, mais ça peut être amené à évoluer en fonction de la planification de Sébastien et de Jérôme. C'est un spécifique gardien et des ateliers de patinage, de power skating ou de maniement pour les joueuses. C'est vraiment de l'individualisation et de la spécialisation. Et on a la visite de la kiné et du médecin sur ce créneau. Le mardi matin, on a une session de glace qui débute à 8h15. On a 1h15 de glace le mardi matin. Et elle est suivie par de la prépa physique pour les joueuses qui seraient éventuellement sur un cursus post-bac. Les universitaires qui ont la possibilité éventuellement qui n'auraient pas cours à ces moments-là pourraient rajouter une session de prépa physique. Et cette année, on a réussi à rajouter notamment, comme vous le voyez, le mardi midi, une glace pour ces joueuses-là, parce que les créneaux de cours à la fac sont des fois différents de ceux des lycées. Donc, ça leur permettait soit d'avoir de la glace en plus, soit de
prendre un créneau à des moments où elle pourrait éventuellement être absente. Pour les lycéennes, c'est des cours de 10h30 à 17h30, puis une deuxième session de glace sur le mardi. Le mercredi, c'est de l'individualisation aussi beaucoup, hormis la partie cours qui a lieu plutôt en début de journée, donc matin et jusqu'à 15h30. On individualise beaucoup la préparation physique en fonction des tests qui sont réalisés par Jérôme, le préparateur physique, et des besoins de Sébastien, sachant qu'on a pris la décision cette année de travailler plus avec les joueuses entrantes, là, les joueuses qui entrent en première année, sur de la prépa physique, sur de l'apprentissage de techniques, et ensuite elles basculent sur du travail scolaire pour leur permettre de s'adapter au mieux aux changements éventuels de rythme que pourrait créer l'arrivée au Pôle France. Donc voilà, on voit que la joueuse de première année, sur le mercredi après-midi, c'est prépa physique, puis travail scolaire, pendant que les autres auront de la glace et de la prépa physique. Et c'est le deuxième passage aussi le mercredi de Gwen, la kiné, donc qui passe en milieu de semaine pour refaire un point pendant un certain temps. Et la fin de semaine, elle est organisée. Le jeudi, ça reprend une journée du mardi. C'est le copier-coller du mardi. Le vendredi, ça ressemble beaucoup au lundi, avec une grosse partie scolaire et un entraînement sur la fin de journée. Et le samedi, aujourd'hui, certaines ont cours, certaines n'ont pas cours. Ça dépend un peu des classes et puis des options qui ont été prises. Le samedi, on a placé, nous, les matchs, puisqu'on a un créneau le samedi après-midi. Donc, tous nos matchs sont le samedi après-midi pour permettre aux jeunes filles d'avoir une journée complète de repos sur la journée de dimanche. Voilà, ce qui permet une journée de dimanche au repos. Et puis, la semaine qui suit, on rattaque avec l'individualisation. Et puis, le passage de la kiné, c'est aussi pour ça qu'on a placé la kiné le lundi, pour faire le point, et le doc, pour faire le point des petits bobos qui auraient pu arriver pendant le week-end. Pour ce qui est de la scolarité, je viendrai sur le sportif plus tard. On travaille aujourd'hui avec 3 lycées, sachant que le lycée principal avec lequel on travaille et avec lequel on a une convention, c'est le lycée Jules Verne de Cergy. Et le second, le lycée Galilée. Où aujourd'hui, on a c'est la première année où on travaille avec eux. On a deux étudiantes de lycéennes là-bas, qui se passent très, très bien. Donc, ça nous permet, avec ces lycées, d'avoir un rapport privilégié, de travailler sur la création des emplois du temps pour permettre aux filles de participer aux entraînements. Mais aussi d'avoir des rapports privilégiés par rapport à l'individualisation du parcours, puisqu'on sait que nous, en temps normal, je vais dire, le championnat du monde du 18 a lieu au mois de décembre, fin décembre, début janvier. Donc, on a par exemple comme accord avec le lycée Jules Verne et le lycée Galilée un protocole de dispense d'EPS pour les jeunes filles de novembre à mars, ce qui leur permet de libérer 2 heures dans la semaine pour du travail scolaire, pour de la récupération, sachant qu'elles font déjà pas mal de sport avec nous. Donc, on a travaillé là-dessus sans que ça ne pénalise leur note sur l'année et leur moyenne. Donc, on a trouvé un protocole qui permet aux professeurs d'EPS d'évaluer les joueuses, mais en même temps de les libérer de novembre à mars, donc sur la période où la planification sportive s'intensifie,
et sur la période où il pourrait y avoir un championnat du monde et donc un besoin à la suite de ce dernier de beaucoup de récupération. Donc, c'est des aménagements qui sont travaillés en amont avec les lycées. Pour ce qui est de la scolarité, les lycées travaillent avec mon lycée.net et donc avec le système Pronote, ce qui me permet personnellement de suivre la scolarité des jeunes filles. Je me permets de dire que je ne suis pas le parent, donc les parents gardent leur responsabilité de parents, mais par contre, j'ai un suivi et puis j'ai un contact, je vais dire, privilégié et plus rapide avec les professeurs, avec le lycée, si je notais quelque chose d'anormal sur le suivi avec Pronote. Évidemment, comme les joueuses sont sportives de haut niveau, elles ont des aménagements pour tout ce qui est bac blanc lorsqu'elles sont en terminale ou en première, puisqu'on arrive à décaler les bacs blancs éventuels si elles sont en compétition ou à l'entraînement. Voilà. Nous mettons en place des créneaux de soutien. C'est au minimum 1 heure, voire 2 heures par semaine avec un professeur de maths. Donc, c'est des heures qui viennent en plus des cours pour permettre aux joueuses d'être plus efficaces dans leur travail. Et c'est des heures qu'on augmente au retour des stages et des éventuelles compétitions. Puisque souvent les trêves internationales, comme elles se situent pendant les périodes de classe, ces cours de soutien permettent aux filles de rattraper les cours qu'elles auraient éventuellement manqués pendant la semaine de stage ou la semaine de compétition. Vous avez peut-être vu là dernièrement, c'est le prochain point, on a communiqué avec la fédération sur l'intervention d'Annie et de Jacques qui sont intervenus mercredi là auprès des secondes et des premières sur une formation qu'on a mis en place l'année dernière, qu'on a renouvelée cette année, qui est sur les méthodes d'apprentissage et les méthodes de travail, sur tout ce qui est méthodologie de prise de notes et de création de fiches de lecture pour que les filles soient plus efficaces et plus efficientes pour gagner du temps. Et tout le temps qu'on peut gagner sur l'apprentissage, c'est du repos, c'est de la récup. Donc, c'est des points qui nous tiennent à cœur, donc, qui permettent de se développer au niveau de sa scolarité, mais aussi de gagner du temps dans son double projet. Voilà, sachant que Annie, qui est là, on va y venir, je pense, ensuite. Ah oui, non, pardon. On a encore des joueuses cette année qui sont à l'université. Donc, on est proche de l'université de Cergy, puis de l'université de Nanterre, qui couvre à peu près la totalité des desiderata de suivi d'études des joueuses. Donc, pour l'instant, on est assez satisfait de ces accords. Et puis, on se rapproche essentiellement à Annie des responsables des sportifs de haut niveau de ces deux universités. Et pour passer sur l'hébergement, on est en train de récupérer donc, le nouvel hébergement qui se situera à 400 mètres de l'Arena Ice. C'est un hébergement qui comporte 47 lits, qui sera donc sur 3 étages. On verra un peu plus loin l'organisation qu'il a. Où on retrouvera une salle de vie commune avec une salle de restauration, une laverie. Il y a un accès Internet. Les filles sont vraiment dans des conditions qui sont optimales, avec des surveillantes quand elles sont présentes sur la résidence, et qui leur permet vraiment d'avoir un petit coin à elles, je vais dire, pour récupérer, pour passer le temps libre qu'elles pourraient avoir. Donc, voilà, ça, c'est le plan, vous voyez, de l'Arena Ice, pour ceux qui éventuellement ne seraient jamais venus. Donc, le gros bâtiment avec la petite épingle verte, c'est l'Arena Ice.
Le bâtiment, sur au-dessus, c'est un centre commercial. Et vous voyez qu'à 800 mètres, la petite épingle rouge, ce sera le nouveau bâtiment. Donc voilà à quoi ça va ressembler. J'aurais peut-être pu mettre des photos. Il faudra que j'y pense, Manu. Les dernières que j'ai pu prendre dernièrement, là, on sent que le bâtiment il est sur la fin de sa construction. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée où on retrouve les logements individuels. Et en violet, vous retrouverez la salle de restauration, la salle de vie commune qui est entre les deux bâtiments. Ça, c'est le bâtiment sur 3 étages où chaque étage est sécurisé par un accès par carte, et au-delà de la sécurisation de chaque porte de bâtiment, le bâtiment des mineurs, personne ne peut rentrer à part la surveillante et les joueuses du Pôle France. Pour pouvoir accéder à un étage, il faut badger. Et le badge du rez-de-chaussée ne donne pas forcément accès au badge du premier étage, qui ne donne pas forcément accès au badge du deuxième étage. Et après, chaque joueuse a la clé de sa chambre. Donc ça, c'est pour la vue de profil du bâtiment. Comment est organisée une chambre? Ça, c'est les chambres doubles. 2 lits, 2 bureaux, une salle de bain qui est commune aux 2 joueuses de la chambrée. Et en face de la salle de bain, vous avez 2 placards pour chaque joueuse. Un pour chaque joueuse, pour qu'elles puissent ranger leurs affaires, faire leurs petites affaires. Ce côté-là donne sur l'arène Nice. Ouais, ce côté-là donne sur l'arène Nice et sur les terrains de foot. Voilà, ça ne se voit pas là sur le plan, mais il y a un rangement pour les valises directement dans la chambre qui se trouve entre le placard et la salle de bain, en hauteur. Pour les joueuses qui seraient éventuellement majeures et qui souhaiteraient avoir une chambre single, c'est possible, avec une petite kitchenette et puis un espace un peu plus grand, mais on retrouve un bureau, un placard pour ranger ses affaires. La seule différence, c'est la kitchenette pour pouvoir se faire à manger. Comme je vous disais tout à l'heure, chaque fois que les filles sont dans un temps libre, qu'elles ne sont pas au lycée ou à la patinoire pour des entraînements, on assure une surveillance qui est faite en fonction du planning et qui dure de la fin de l'entraînement jusqu'au départ en cours le lendemain matin et tout le week-end, évidemment, puisque les filles qui n'ont pas cours le week-end restent à la résidence. Pour le reste de la journée, on a une astreinte en cas de pépin, si une joueuse est malade ou on a une blessée ou enfin un empêchement, il y a une astreinte qui est mise en place pour pouvoir assurer le suivi des joueuses et la surveillance des joueuses. Les appartements sont meublés. L'accès Wi-Fi, je pense que je l'ai dit. L'assurance habitation, c'est inclus dedans. Il y a un nettoyage qui est fait des locaux par une société externe, mais des espaces communs. On travaille actuellement sur un nettoyage mensuel des chambres, mais on est évidemment persuadé que ces jeunes filles savent bien ranger leurs chambres et peuvent prendre cette responsabilité. Et les joueuses qui éventuellement auraient des voitures, la résidence a un parking. Manu, si je ne dis pas de bêtises, j'ai juste modifié les dates, parce qu'on était resté sur 2019-2020. Le budget ne dépassera pas 750 € par mois pour ce qui est appartement et repas, si je ne dis pas de bêtises, pour la saison prochaine. C'est des tarifs qui sont
qui sont validés par le bureau directeur de la fédération française. Et je te redonne la main tout de suite. Sauf que j'arrive pas. Attends. Je vais arrêter le partage. Oui, juste C'est bon. un petit complément, JB, tu peux remettre le Ouais. partage si tu veux. Juste un petit complément de ce que disait Jean-Baptiste, c'était que ce que coûtera en termes d'hébergement et de restauration au maximum pour une famille est de 750 euros. Ce montant est lissé sur l'année, c'est-à-dire que forcément, il y a des mois comme le mois de septembre où il y a 5 semaines, des mois où il y a des vacances, forcément, c'est plus, le coût est forcément moindre, mais ce tarif est lissé et ce qui est versé à la fédération est aujourd'hui pour la saison 2019-2020 de 700 euros, puisque les 50 euros restants étant la part de restauration qui est à la charge de la famille euh, dans le cadre de la scolarité. Et c'était très compliqué de s'organiser et que ça passe par la fédération, donc c'était beaucoup plus facile, au contraire, que ça soit de manière autonome, chaque parent, et notamment en relation avec son quotient familial. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une petite diapo après sur les Ouais. montants. Mais effectivement, le montant maximum pour cette année, c'est 700 euros qui est revalorisé tous les ans, mais revalorisé au coût de la vie. Donc, forcément, il n'y aura pas non plus un doublement l'année prochaine. Donc, vous pouvez garder cet ordre d'idée euh, pour la saison prochaine. Je te laisse finir Ouais. si tu veux, JB. Ouais. Donc la restauration, je pense que Manu vient de faire le débrief. Donc la restauration, ça dépendra du lycée, sauf évidemment le week-end où les joueuses prennent leur repas à la résidence. Donc elles ont un petit déjeuner tous les matins de la semaine, deux déjeuners à la résidence qui sont samedi, dimanche, et les 7 dîners, puisqu'elles prennent le dîner à la résidence directement toute la semaine. Euh, pour arriver sur la partie sportive qui est l'Arena Ice, on est dans des conditions qui sont assez incroyables ici, puisque on a 2 glaces, ce qui nous permet d'aller d'une glace à l'autre en fonction de l'occupation. Donc, on a vraiment les créneaux qui nous conviennent. Et ensuite, 7 vestiaires, mais on en a un qui nous est dédié, donc qui est le vestiaire de l'équipe de France. Donc, on occupe le vestiaire de l'équipe de France en permanence. La salle de muscu qui est juste en face du vestiaire. On utilise la salle de balnéo avec un bain froid et deux bains de balnéothérapie régulièrement, de façon hebdomadaire, en fonction des matchs et des entraînements. Les salles de réunion et une laverie pour s'occuper des sous-vêtements et puis du matériel des joueuses. Voilà, ça c'est le vestiaire où on peut voir, ça c'est le vestiaire de l'année dernière, donc qui était cette année il est un peu plus garni puisqu'on a augmenté le nombre de joueuses. Et pour s'occuper de la partie sportive, vous avez là l'organigramme du staff avec donc un organigramme où vous pouvez voir que toutes les personnes et tous les champs d'action s'intercroisent et puis échangent au quotidien sur la performance et sur le développement des joueuses, que ce soit de façon collective ou même de façon, je veux dire, encore plus de façon individuelle. Avec Emmanuel, qui est en lien régulièrement, que ce soit avec Sébastien ou avec moi, et on voit avec le responsable donc, des programmes féminins, je crois que je l'ai vu arriver, Greg, il doit être par là. Donc, ça renforce ce que je vous disais au début,
que le pôle est vraiment l'outil pour la qualification olympique, l'outil de développement des joueuses pour la qualification olympique. Donc, au niveau organisationnel, donc on a Seb et moi-même qui travaillons donc au quotidien avec Greg et Manu sur l'organisation et puis sur le management du projet. On a, d'un point de vue technique et je vais dire sportif, l'apport de Jérôme Pérez sur l'aspect préparation physique, sachant que Jérôme est aussi le préparateur physique du programme féminin, donc il a une vision globale de la performance féminine. Il est doctorant pour l'INSEP et travaille actuellement sur une thèse sur les profils de force et vitesse. Et on a la venue une fois par semaine de Christophe, qui est l'entraîneur des gardiennes de but, pour travailler en spécifique avec les gardiennes. On communique très régulièrement avec les parents, puisqu'ils font partie intégrante du projet, je pense, de leur fille. Et puis, ça nous tient à cœur aussi d'échanger sur les évolutions et puis sur toutes les informations qui pourraient connaître un blocage au niveau de vos filles. Des fois, on s'est rendu compte que ça pouvait arriver qu'on donne une information mais qu'elle ne remonte pas complètement. Donc, des fois, on prend la liberté de communiquer directement avec vous. Pour ça, on a une application, c'est très simple. Moi, ça me permet d'avoir un retour direct et de gérer différents groupes, que ce soit avec le staff sportif, avec les parents, avec le staff médical. Mais vous voyez qu'au centre du projet, on retrouve la joueuse du Pôle France et tous les champs qui sont autour sont interconnectés et en communication permanente. Donc voilà. Et au-delà de ça, on fait avec Emmanuel 3 à 4 réunions Skype par an avec les parents pour faire un point sur l'évolution du projet des filles et sur les informations qu'on pourrait avoir à donner sur le déroulement de la saison. Sur la programmation technique, on s'aperçoit que Seb, peut-être si tu veux, je ne sais pas si Seb il est là. Il est encore là, Seb? Peut-être donner la parole à Seb. Tu m'entends, Seb? Oui, je t'entends très bien. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde. C'était pas prévu, mais est-ce que tu veux dire un mot sur la partie sportive de la planification? Ouais. Je te laisse dérouler le… Ouais, je m'en occupe. Donc, comme l'a dit Jean-Baptiste, hein, le projet bénéficie d'un encadrement en nombre et de qualité qui nous permet d'aborder des éléments dans la spécificité technique sur comment développer la responsabilité et augmenter la confiance de l'athlète. Donc, on est, comme le disait JB, hein, tu peux y aller. Hein. Ouais, comme disait JB, on est en relation constante avec Grégory Tarlet et puis Emmanuel Colliot, dans le but d'améliorer les attitudes de jeu en lien avec la technique individuelle. Et tout au long de la semaine, les éléments techniques servent à améliorer l'attitude de jeu du haut niveau. Hein, comme Jean-Baptiste l'a montré tout au début. Ça nous permet, nous, Pôle, par le bien de toutes ces athlètes, d'être reconnus mondialement, car on voit que toutes ces joueuses évoluent dans des championnats les plus importants dans le hockey féminin. Vas-y, JB. Et en lien, bien sûr, avec le travail de Jérôme, qui est en ce moment en train de passer un doctorat sur la préparation physique et la charge. Et donc, tout ce travail est mis en lien constamment par rapport à la joueuse dans différentes formes et évolutives par rapport à la semaine.
Il est d'abord segmenté en plusieurs sessions. Donc là, on voit qu'il y a des parties de développement, de renforcement. Bien entendu, on fait très attention aux échéances internationales, qui sont par exemple ici notées les championnats mondiaux ou les regroupements d'équipes de France U16, ou même pour certaines, les regroupements internationaux seniors. Et puis, au mois d'avril et juin, on remet une phase sur le développement physique, qui reste continuel tout au long de la saison, et le développement de la technique individuelle. Par rapport au calendrier de championnat, l'équipe Pôle France est inscrite dans le championnat U15 Nord-Est. Donc, ça nous donne un volume de match à hauteur de 30 et il est augmenté pour arriver à 30 avec la mise en place de compétitions amicales avec soit des sélections régionales Île-de-France ou soit avec des équipes féminines. Donc, ce championnat débute mi-septembre et finit fin mars. Donc, l'objectif, comme il a été dit, et c'est vraiment le lien de tout ce projet, quand on rentre en seconde et puis ensuite on finit son cursus scolaire en terminale ou en université. L'objectif du pôle est bien d'améliorer la formation des joueuses pour l'équipe de France U18. Pour, comme le disait Jean-Baptiste, que l'équipe de France soit la plus compétitive possible pour les Jeux Olympiques. On voit que l'équipe de France féminine est en pleine ascension. Elle est actuellement 12e mondiale, donc un résultat qui n'a jamais été obtenu auparavant. Et bien sûr, avec la volonté d'aller aussi dans le suivi de la joueuse pour sa carrière individuelle, c'est-à-dire aider par l'intermédiaire de cette formation le fait que les joueuses puissent continuer par des championnats connexes en Suède, en Finlande, au Canada, en lien bien sûr avec leurs projets professionnels ou scolaires. Merci Seb. Je t'en prie, ça me fait très plaisir d'être avec vous en tout cas. Voilà. Nous, je pense qu'on a, avec l'intervention de Sébastien, là, je pense qu'on a fait le tour des informations qu'on souhaitait vous donner, en ayant maintenant un aperçu sur l'organisation, sur ce qu'est le Pôle France et puis sur la partie, je vais dire, sportive de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, Manu, je vais te réouvrir ton micro aussi. C'est peut-être le moment de poser des questions s'il y en a. On sera heureux de répondre. Juste pour finir, je te remercier Jean-Baptiste pour la présentation. Notre ambition, forcément avec le fonctionnement du Pôle France, c'est de faire un travail à 360 degrés avec les joueuses, c'est-à-dire tant physique que technique, scolaire et social. Forcément, donc l'idée reste d'avoir une évolution la plus importante possible, mais avec comme axe central la responsabilisation des joueuses quand même. Je me permets à nouveau de le redire, même si Jean-Baptiste, tu l'as redit, et puis c'était dans les mots que tu as utilisés aussi, Sébastien. Voilà, l'idée, c'est celle-là, c'est que chacune soit actrice de son projet. Aujourd'hui, pourquoi on fait cette présentation? C'est que Jean-Baptiste, Sébastien et moi et l'ensemble du secteur féminin, on a la conviction aujourd'hui que le Pôle France est la meilleure structure de développement pour une jeune fille en France. Voilà. Donc, on en est convaincu, on travaille pour ce point de vue-là. L'idée, ce n'est pas de se comparer à d'autres structures, mais du fait de la qualité à la fois du volume d'entraînement, de la qualité de l'encadrement, aujourd'hui, on estime que le Pôle France est le meilleur moyen pour réussir à atteindre à la fois l'équipe de France senior, mais aussi des championnats universitaires nord-américains, par exemple, ou des championnats étrangers, si tel est le cas. Avant de passer à vos questions que vous êtes en train de décrire, il y en avait une sur laquelle on n'a pas répondu, qui était dans le questionnaire des liens Google, et si je ne le fais pas maintenant, je vais l'oublier. Quand vous êtes choisi et que l'annonce, on va dire, de votre
vous êtes choisi sur la liste, c'est le Pôle France qui fait la première démarche auprès de l'académie pour faire transférer votre dossier. Et votre démarche ne sera juste de vous inscrire comme n'importe quelle personne qui a son lycée d'appartenance à Cergy. Voilà. Donc, c'était une des questions sur lesquelles la présentation n'avait pas répondu. Après, sur les autres, les entraînements glace vont jusqu'au mois de juin. Oui et non. Oui, parce que les entraînements vont jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et non, puisqu'après, on rentre dans une phase d'individualisation, comme l'a dit Sébastien. Donc, les joueuses qui ont besoin de développement technique restent sur la glace. Celles qui ont besoin de développement physique vont plutôt en salle de musculation. Voilà. Mais en tout cas, c'est cette phase de 3 mois sur la fin de l'année scolaire est pour nous très importante. Voilà. Deuxième question d'Armel. Les lycées sont-ils loin du pôle? C'est à peu près entre 3 et 5 km, Jean-Baptiste. Ouais. Donc, le transport se fait en bus de ville, comptez une petite demi-heure entre la patinoire et puis le lycée, porte à porte, entre la fin de l'entraînement et puis le début d'un cours, quoi. Voilà. Je réponds du coup à Armel aussi. J'ai pas bien suivi la question, mais j'espère que ma réponse va être assez claire. C'est une classe, je veux dire, normale, avec des horaires aménagés. Elles suivent une scolarité normale. On a simplement un accord avec le lycée pour qu'elles soient libérées tous les soirs à des horaires qui leur permettent d'aller aux entraînements et 2 fois par semaine, donc le mardi et le jeudi, pour leur permettre de venir aux entraînements et de retourner en cours pour, là, en ce moment, c'est 10h30. Elles reprennent les cours à 10h30 le mardi et le jeudi pour leur permettre d'être sur la glace avant. Je vais juste rebondir sur ce que disait Emmanuel et sur la responsabilité des joueuses. Je pense que celles qui ont pu faire des stages avec moi en U16 le savent. Je le répète assez souvent, elles sont actrices de leur projet. On remplit régulièrement un petit carnet de suivi de leurs entraînements, de ce qu'elles peuvent faire en club, et on fait un point à chaque stage. Au Pôle France, on a les filles au quotidien et elles ont un entretien avec le coach, le préparateur physique et avec moi plus sur l'aspect, je veux dire, double projet, 3 fois dans l'année, et sur lequel on travaille sur un fichier d'auto-évaluation, où c'est vraiment la joueuse qui va s'auto-évaluer et qui va nous permettre d'avoir un échange avec la joueuse sur son projet, sur où elle en est à l'instant T, et qu'est-ce qu'on met en place pour la développer, pour que ce soit vraiment elle qui ait conscience de son développement et qui lui permette de se développer. Voilà. Et tant que je suis sur les rendez-vous de développement, il faut savoir que le staff, on est passé rapidement sur le staff sportif. Il faut savoir que le staff aujourd'hui du Pôle France, il comprend donc Sébastien et moi-même comme entraîneur, je veux dire, sur la glace, Jérôme sur la préparation physique, Christophe sur l'entraînement des gardiens, mais on a aussi donc un docteur, une kiné, une diététicienne nutritionniste, une psychologue, sachant qu'il y a un entretien obligatoire à l'entrée au pôle avec la psychologue et avec la diététicienne nutritionniste. On a depuis 3 ans un référent gynéco, et on a des accords avec une clinique d'imagerie médicale qui nous permet d'avoir dans des temps très courts que ce soit des échos, des radios, des scanners, ça va très vite. Voilà, donc en fait, c'est un staff qui est très étoffé et qui est au service de 25 joueuses. Donc, c'est limite de l'équipe professionnelle, je veux dire.
Il y a une question qui est arrivée pendant ta présentation. Le coût de la licence, donc ça permet aussi de refaire un petit point sur la licence. On ne vous demande pas de changer de club, c'est-à-dire que votre licence principale peut rester, enfin, une licence peut rester dans votre club et on vous demande par contre de prendre une licence bleue qui permet potentiellement de jouer, si le besoin s'en fait sentir et l'accord sportif est passé, avec le club de Cergy. Pourquoi il n'y a pas d'obligation? C'est qu'après, la fédération fait une manipulation pour regrouper l'ensemble des licences. Voilà. Mais surtout, cette licence est un moyen de vous rattacher aussi à un territoire pour être aidé par les collectivités territoriales, notamment la région, qui a une compétence sur le haut niveau. Et donc, comme les joueuses qui sont au pôle sont listées, elles peuvent demander des aides qui sont plus ou moins importantes suivant les régions. Voilà. La région Île-de-France, on regarde du nombre de pôles France, à, si ce n'est aucune ou une très faible aide. Donc, c'est pour ça qu'on ne force personne à prendre une licence en Île-de-France. Voilà. Et puis, deuxième, j'ai été précis, Jean-Baptiste? Ouais. Super. Deuxième question par rapport au transport. Cette année, on a pu avoir la capacité de prendre en charge la carte d'abonnement du bus pour l'ensemble des joueuses. Il n'y a pas eu d'arbitre, il y a un arbitrage qui a été fait cette année. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de donner l'arbitrage qui sera pour la saison prochaine. Donc, le prix est de 350 € à l'année pour une carte de bus. Je ne sais plus son nom, mais imaginaire. Voilà. Après, c'est un pass Navico. Donc, c'est un pass qui permet d'utiliser bus, RER, métro sur l'ensemble de la région parisienne. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas apporter de réponse à cette question, à part le coût, mais que forcément, si on a la capacité de le faire, on le fera. Mais je ne sais pas si on pourra refaire cette manipulation. Et ça a été fait un petit peu par rapport au contexte. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Oui, au niveau des aides, donc elles intègrent le fonctionnement du pôle. C'est un fonctionnement comme ça va répondre aussi un peu à la question de Yana. C'est un fonctionnement comme une équipe de France. Donc, sont fournis bas, maillot, surculotte, gants, casque, tout ce qui est consommable. Donc, scotch, tape. On a le chef matériel, le responsable matériel de la Fédé qui est basé à Cergy, donc qui s'occupe de tout ce qui est affûtage des patins. Donc ça, c'est pris en charge. Donc il n'y a pas à se soucier de tout ce qui est consommable pour l'entraînement et pour les matchs. En plus on a même passé des culottes. Je ne sais pas si ça pourrait être renouvelé, mais je pense que dans la mesure du nombre de filles, je crois qu'on est en mesure de le faire. Donc, gants, casque, culotte sur culotte, c'est fourni. Les filles bénéficient d'un budget de matériel qui est évolutif en fonction des saisons, puisque ça dépend de la gestion du budget. Donc, si je ne suis pas trop mauvais, on a plus une enveloppe plus conséquente. Donc, elle est validée par la DTN. Et donc, cette année, je crois que on est arrivé à 500 €, si je ne dis pas de bêtises, pour acheter du matériel type cross ou complément. C'est une enveloppe qu'on a réfléchi avec Emmanuel et puis avec la DTN pour pallier justement à l'évolution de la charge d'entraînement des joueuses qui peut être plus intense sur le pôle France. Initialement, ce budget servait à des crosses. On l'a un peu ouvert cette année pour que les joueuses qui avaient besoin d'autre chose puissent prendre autre chose. Mais en règle générale, on s'entraîne plus, donc on risque de casser plus de crosses. Donc, nous, on participe au renouvellement des outils. Sachant qu'en début d'année, il y a un point qui est fait avec le responsable matériel sur l'état et la qualité du matériel qui est utilisé par chaque joueuse.
Et dans ce budget de matériel, la priorité est mise suite à l'entretien qu'elles ont fait avec le chef matos. Donc, c'est une discussion qu'on a avec Boris sur qu'est-ce qui est le mieux de commander pour telle ou telle joueuse. Une autre question qui est arrivée, combien de filles par année d'âge? Alors, il n'y a pas de règle. On oscille entre 4 et 7, 8, voilà, suivant à la fois notre capacité d'intégration. Quand je dis ça, c'est que là, cette année, on est à 23 joueuses officiellement au pôle. On a une capacité qu'on estime entre 25 et 26 joueuses, voilà, parce qu'il faut aussi donner et s'assurer des conditions d'entraînement et de compétition pour chacune d'entre elles. Donc voilà, entre 4 et 8, sans qu'il y ait de quotas bien spécifiques et bien fermés, quoi. Voilà. Voilà un petit peu pour la réponse pour Marie. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questionnements sur d'autres sujets? Essayer de brosser l'ensemble des thématiques. Ok, et ben, il va être le temps de conclure. Le temps de la conclusion, je vous laisse voir si vous avez encore des questions. Merci de votre présence, en tout cas. C'était effectivement très sympa de vous avoir ce matin, de passer ces informations, parce que forcément, ça nous fait chaud au cœur aussi de voir autant de monde et que c'est un moyen de valorisation de notre travail, donc c'est très gentil d'avoir été là. J'espère que ça a répondu au maximum de vos questions. Comme l'a dit Jean-Baptiste, la communication et l'ouverture de la campagne de candidature va partir fin novembre, tout début décembre, voilà, qui sera avec un lien et une grille d'informations qui sera à remplir directement sur Internet sur la base, ça s'appelle une base PSQS, c'est la base du sport de haut niveau en France, voilà, qui est liée avec l'INSEP. Donc, c'est la démarche maintenant, à partir de cette année. Voilà. Et puis, donc, la réponse et l'étude des dossiers se fera à partir du 15 janvier. Et l'idée, c'est que pendant l'ensemble de cette période, si vous avez encore des questions, tant du point de vue sportif, financier ou organisationnel, eh ben, Jean-Baptiste et moi, on peut être à votre disposition pour répondre à vos questions. Si elles ne peuvent pas attendre, forcément, la journée de sélection, le week-end de sélection qui permet aussi d'aller voir les murs, de vivre dedans, à la fois dans la patinoire, dans le lycée, voilà, qu'une visite du lycée, et puis d'avoir un vrai ressenti sur place, quoi. Voilà. Je vais en profiter, Manu. Je sais que je l'ai déjà dit à certaines filles et certains parents qui sont pas trop loin de l'Arena Nice, quand on pourra se déplacer. Hein. Mais s'il y en a qui veulent venir nous rendre visite, il ne faut pas hésiter à passer un coup de fil, m'écrire un petit mail, et puis on est toujours heureux d'échanger et puis de présenter notre outil de travail. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, et puis si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez surtout pas. Appelez-moi ou envoyez des messages, des mails. Ce sera possible. Et une dernière question, Léna, vas-y. complètement. L'entrée au pôle se fait en fonction de l'intégration en classe de seconde. C'est-à-dire qu'une joueuse qui aurait sauté une classe peut rentrer au pôle avec un an d'avance par rapport à ses coéquipières. Donc, c'est bien l'entrée en seconde qui fait foi pour l'entrée au pôle France. Et l'inverse est beaucoup plus compliqué avec un an de retard. Effectivement, il faudra attendre l'entrée au lycée pour pouvoir être éligible. Oui. Voilà. Même si on ne s'empêche pas d'intégrer des joueuses en première, en terminale ou à l'université. C'est étudié au cas par cas. Chaque cas, de toute façon, sachez que à partir du moment où vous candidatez au Pôle France, chaque cas est étudié et étudiant dans son intégralité. Donc voilà.
Par contre, c'est bien, c'est bien l'entrée au lycée qui vous permet de pouvoir rentrer au pôle. Pas d'autres questions? Eh ben, merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Et puis, merci de votre présence. Je vous souhaite un bon week-end. Pour les gardiennes qui étaient là, rendez-vous demain. Et puis, pour les autres, rendez-vous vendredi prochain. Et ça nous fait plaisir de vous voir un peu quand même. Hein. Voilà. Vendredi Même prochain, il y a une théorie. Donc, voilà, ça va permettre de se revoir encore un petit peu. Eh ben, à très vite. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis, portez-vous bien. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.